Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la thématique de la plateforme EDOF et du CPF pour vous informer sur comment référencer son offre sur cette plateforme. Ce webinaire est en co-animation avec DigiCertif et je laisserai la parole à l'intervenant du jour de se présenter dans quelques instants. Avant cela, je vous présente donc les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper votre téléphone, ou en tout cas à minima de le laisser en silencieux pour éviter d'être perturbé par les notifications. Le deuxième geste concerne l'accès à l'onglet chat que vous êtes déjà en train d'utiliser pour souhaiter le bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Donc, ce premier onglet est utilisé pour tout ce qui est de l'ordre des interactions, réagir à nos questions et aussi échanger entre vous. Et donc, deuxième onglet à bien différencier, il s'agit de l'onglet des questions. Et donc, comme son nom l'indique, utilisez-le lorsque vous avez une interrogation par rapport à une information présentée. Donc, ces deux onglets sont disponibles en bas à droite de votre écran. Donc, cela ne fait pas partie des gestes succès, mais vous avez également un troisième onglet que vous allez être amené à utiliser, c'est celui des sondages. Donc, on a déjà une première question qui a été posée et vous pouvez donc l'utiliser pour interagir davantage avec nous et nous informer sur les étapes dans lesquelles vous êtes, par exemple, de la démarche de certification ou de référencement sur EDOF. Le quatrième geste, c'est le focus. Donc, focus sur le support présentation et la voix des intervenants. Donc, en appliquant ces 4 gestes, vous devrez pouvoir avoir une compréhension optimale de la thématique du jour. Alors, je vous pose une première question pour m'assurer que tout le monde est dans de bonnes conditions pour la suite, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Répondez directement dans le chat pour qu'on ait un premier retour de votre part. Et je passe la parole à Andréi, intervenant du jour, pour qu'il puisse se présenter. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Donc, de manière à me présenter de manière rapide, donc Andréi Bazancio, que je dirige ma petite société qui se nomme Oracle. J'interviens aujourd'hui au titre de DigiCertif comme étant l'un de leurs partenaires sur cette thématique EDOF. Donc là, moi, j'effectue du conseil, de l'audit et de la formation sur des thématiques globales comme la qualité, la santé, sécurité au travail, l'environnement, etc. Et donc, pour DigiCertif, j'interviens sur le parcours Calliope et j'interviens sur la partie référencement EDOF qui va être la thématique de notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas pour votre invitation et puis je vais essayer de répondre pour le mieux éventuellement à toutes vos questions. Merci pour cette introduction, Andréi, et au plaisir de vous accueillir du coup sur cette thématique. Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF. Donc, mon rôle aujourd'hui est celui d'animateur, donc je vais pouvoir donner la parole à Andréi, vous donner la parole aussi sur vos questions. L'objectif pour vous est d'avoir une compréhension complète de la thématique du jour et je vais assurer aussi la présentation de quelques slides, notamment sur le sujet de Calliope, de ICPF, jusqu'à la fin de la présentation. Alors, concernant le plan d'aujourd'hui, il va se dérouler en 4 temps. Première partie sur la présentation de ICPF et DigiCertif pour les participants qui ne connaissent pas aujourd'hui. Deuxième partie, présentation du CPF, présentation donc, du dispositif de financement, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, et de la plateforme EDOF, qui va être assurée par André. Troisième point, les étapes pour référencer son offre, comment faire, et enfin, la dernière partie, celle des questions et des réponses, à savoir que nous répondrons aux questions tout au long de la présentation. Lorsque vous rencontrez une information qui vous semble pas assez claire, je vous invite à le formuler directement dans l'onglet correspondant, donc celui des questions, pour qu'on y réponde. Et je vous informe que vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et de notre côté, ce sera un signal que vous attendez voilà, une réponse prioritaire. Alors, concernant ICPF, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous en sommes à plus de 8000 certifiés, principalement sur la certification Calliope, complétée également par la certification ICPF Pro de personnes physiques et la certification ISO 9001 et 21001. ICPF, c'est plus de 30 ans d'expertise en qualité de la formation. Aujourd'hui, nous proposons une expérience de certification
qui est digitalisé au travers de la plateforme Noé. Donc, c'est l'un des points qui permet de fluidifier le plus l'activité aujourd'hui pour les salariés de ICPF, mais aussi pour vous, puisqu'on est en mesure d'être davantage réactif. Cette équipe aujourd'hui, elle est constituée de plus de 50 collaborateurs, avec une partie d'auditeurs salariés, donc, qui sont aujourd'hui 21. Donc, c'est une force d'avoir pu internaliser cette activité pour un meilleur suivi dans les différents audits et aussi la qualité de l'audit qui est renforcée grâce à ce travail. Alors, tous ces auditeurs sont présents sur l'ensemble du territoire français, également renforcés par des auditeurs sous-traitants. Donc, on est en mesure de vous proposer des dates d'audit à 90 minutes de chez vous, dans la plupart des cas. Et d'autres aspects importants de différenciation, vous bénéficiez d'un service client depuis la plateforme Noé et depuis le site internet. Et enfin, donc, ce réseau dont j'ai parlé, qui vous est accessible aujourd'hui au travers d'événements, notamment comme aujourd'hui avec ce webinaire, vous pouvez élargir votre réseau ou encore des événements physiques avec des salons professionnels ou encore des rencontres de networking qu'on organise plusieurs fois par an. Concernant DigiCertif, donc je passe la parole à Andrei. Qui est DigiCertif? Alors, DigiCertif est mon partenaire. DigiCertif est une société conçue, enfin, fondée et dirigée par Benoît Boitard. Donc, DigiCertif se positionne comme un leader français dans l'accompagnement des organismes de formation, et cela à plusieurs moments, on va dire, du développement stratégique de ces organismes, que ce soit au tout départ par l'accompagnement à l'obtention et au référencement du numéro de déclaration d'activité, donc constitution des éléments pour déposer le dossier et obtenir ce numéro, que ce soit dans un deuxième temps par l'accompagnement à la mise en place de la démarche qualité et l'obtention de la certification Calliope, et puis par la suite, quand ces structures souhaitent améliorer et diversifier leur offre, notamment par une offre de formation certifiante, eh bien, DigiCertif les accompagne également, et tout ça à travers un réseau de consultants experts. Actuellement, DigiCertif, c'est plus de 1000 organismes de formation accompagnée. Voilà. Alors, je vous invite à bien faire la différence entre l'activité de ICPF d'un côté qui est certificateur qualité et celle de DigiCertif qui est plutôt sur l'accompagnement. Donc, on voit à cette slide. La présence de DigiCertif aujourd'hui est pour la présentation de la thématique du jour, celle de HEADOF et du CPF. Donc, on ne rentrera pas dans le détail de la préparation d'un audit Calliope, par exemple. Donc, faites bien la distinction. Je trouve important de faire ce rappel puisque parfois certaines communications peuvent être mal interprétées. Donc, l'objectif du jour est bien de balayer le sujet de HEADOF et du CPF. Alors, pour remettre aussi du contexte dans cette présentation, je vous invite à visualiser ce dispositif de l'escalier de la qualité qui aujourd'hui vous donne une vision sur les étapes possibles, jusqu'où aller en démarche qualité en formation. La première étape pour vous, qui correspond au rez-de-chaussée, c'est le fait d'exercer l'activité de formation, qui est résumée par vouloir un statut de professionnel de la formation. Par la suite, la première marche, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. C'est un numéro qui s'obtient auprès de la préfecture de votre région, donc la DRITS, ou la DRIETS si vous êtes basé en Île-de-France. Une fois que ce numéro est obtenu, le ministère du Travail reconnaît votre activité en tant qu'organisme de formation. Et une fois que vous avez atteint cette étape-là, la suite pour vous, c'est l'obtention de la certification Calliope pour valoriser l'activité au sens large et aussi accéder à un premier niveau de financement, notamment au travers des OPCO, de France Travail, dans certains cas du CPF, on va le voir dans quel cas, et des régions. Toujours sur l'aspect financement, vous retrouvez donc avec la troisième marche le CPF. On rentrera dans le détail de comment faire aujourd'hui avec l'accès à HEADOF. Et ensuite, après avoir obtenu donc cet accès au financement du CPF, la marche pour vous supplémentaire est la certification ICPF Pro,
c'est une certification de personne physique qui vous permet d'aller plus loin que Calliope, puisque grâce à ça, vous allez faire reconnaître l'expérience, le niveau, le domaine d'intervention d'une personne dans une organisation ou alors d'un dirigeant s'il s'agit d'un organisme unipersonnel, comme on peut l'avoir très souvent dans le secteur. Donc ça, on parle d'une marche pour se différencier, qui est possible de faire avant Calliope, avant le CPF. À vous de choisir quelle est votre stratégie. Et même chose pour l'ISO, donc c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous différencier, qui peut se faire en amont d'autres démarches de certification. Et donc là, on parle d'une démarche de certification qui est encore plus large et qui va concerner l'entreprise, qui va concerner l'organisation et le système de management de la qualité. Alors, l'objectif du jour va surtout être de parler de cette troisième marche, hein, du CPF. Et d'ailleurs, je vous invite à répondre au premier sondage qui vous a été partagé. Où en êtes-vous dans l'escalier de la qualité? Ça nous permettra, André et moi, de savoir où vous en êtes aujourd'hui et de pouvoir adapter aussi la communication, je pense, sur la prochaine étape qui vous serait utile. Alors, je vois les résultats qui évoluent au fur et à mesure. Donc, vous êtes en majorité à 67% sur la marche de Calliope, donc soit organisme certifié ou alors en cours d'obtention. 30% des participants qui en sont à la marche du CPF, donc qui, je pense, ont besoin d'effectuer une veille sur comment poursuivre ce référencement. Et après, une minorité de participants qui en est plutôt à la marche soit de l'engagement ou alors de l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Donc voilà un peu le paysage de participants Andrei qui est présent aujourd'hui. Je vous remercie pour les résultats de ce sondage et d'ailleurs, vous en aurez d'autres qui vont venir. Pour les personnes qui auraient répondu directement dans le chat, vous pouvez retrouver les sondages en bas à droite de l'écran. Donc, vous avez soit, en fonction de la taille de votre écran, parce que ça peut changer, soit le résultat est déjà accessible en bas à droite, vous avez un onglet qui s'appelle sondage, soit vous devez cliquer sur l'icône apps qui est aussi en bas à droite et dans lequel vous aurez l'accès aux différents sondages. Donc, une fois que ce contexte est bien cadré, quels sont les sujets qu'on ne va pas voir aujourd'hui et qui touchent pourtant à la thématique CPF et EDOF, André? Et alors, vous avez bien raison, Thomas. C'est important de poser le périmètre des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, à savoir que nous n'aborderons pas le processus d'enregistrement au RNCP. D'accord? C'est vraiment une thématique à part entière. Il faudrait pas mal de temps pour expliquer cela. Ce n'est pas du tout la thématique du jour. Donc, de manière à la création d'une formation certifiante et au référencement, au registre spécifique et au registre RNCP, ce sont des thématiques que on ne va pas aborder aujourd'hui, excusez-moi. Donc, de la même manière, sur le fonctionnement des formations certifiantes, nous n'aborderons pas la manière dont on les met en place, dont on structure et on fait la mise en place des examens, ainsi que le fonctionnement par rapport au jury. Tout ceci est très important, bien entendu, mais ça ne fait pas office de la thématique pour aujourd'hui. Avec André, on a cherché à couvrir le plus de sujets possibles. Donc on a surtout utilisé les retours du dernier webinaire sur la thématique du CPF. Donc on avait environ une quinzaine de sujets qui nous a été retournés en attente. On a pu traiter la majorité, mais en ajoutant tout, on aurait forcément dépassé le temps, on n'aurait pas pu rentrer en profondeur dans l'essentiel. Donc voilà, en termes d'attente que vous pouvez avoir jusqu'à la fin de cette thématique. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la présentation du CPF. Qu'est-ce que c'est, hein, notamment pour les participants qui ne sont pas vraiment initiés aux différents types de financement et à bien comprendre leur usage. Alors, le CPF, c'est un dispositif de financement qui est géré par la Caisse des dépôts. C'est notamment un dispositif de financement qui est accessible
par tous les ressortissants français donc, qui disposent d'un CPF. Dès qu'on a donc le statut de travailleur, on peut cotiser tous les mois à ce fameux CPF et donc acheter des offres de formation en fonction du montant qui est disponible. Donc, les derniers chiffres qu'on a pu récupérer donc, sur les jaunes budgétaires, c'est aujourd'hui un financement qui s'évalue à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Donc, c'est ce qui est possible aujourd'hui pour un organisme de formation qui souhaite utiliser, en tout cas, être présent sur ce dispositif et rendre possible le financement pour ses stagiaires. C'est 1,4 million de dossiers déposés, donc de formations qui sont financées, et en France, plus de 41 millions de titulaires. Donc c'est un dispositif qui parfois manque de connaissances du côté de l'utilisateur qui ne va pas forcément s'en servir, mais du côté de l'organisme de formation, c'est perçu comme un fort potentiel de rentabilité puisqu'il offre un accès vers un marché des particuliers. Alors, de l'autre côté, donc, le CPF, c'est le financement. Pour faire le lien avec ce financement, vous avez une plateforme qui est EDOF. Donc, André, dans le détail, qu'est-ce que c'est EDOF? Alors, EDOF, c'est la plateforme des organismes de formation. Donc, elle est adossée à mon compte formation. Elle vous permet de rendre vos offres éligibles au financement du CPF et visibles auprès des bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'une fois que l'organisme de formation aura référencé son offre et que cette offre aura été validée, toute personne qui va se connecter sur son CPF pourra avoir accès aux différentes offres des différents organismes de formation, notamment la vôtre si vous venez d'être référencé. Et ces personnes-là pourront directement acheter votre offre de formation sur la plateforme dédiée. Donc, elle permet, comme je l'ai dit, de référencer une offre et il y a quand même un cadrage réglementaire très précis et c'est important de le dire dès le départ. Il y a un engagement de la responsabilité de l'organisme de formation en termes de conformité. À partir du moment où vous avez déclaré certaines informations, il faut être en capacité de démontrer la mise en œuvre de ces informations pratiques, notamment sur le contenu et sur les différentes modalités pédagogiques. Ah, donc, si je comprends bien, en fait, EDOF, il s'agit de la boutique de l'organisme de formation qui va être utilisée pour déposer ses articles. Et après, lorsque le client va lui faire ses achats, il aura plutôt une vue différente qui va être donc mon compte formation où il va sélectionner ce qu'il souhaite suivre comme formation. Exactement. C'est la plateforme qui permet de faire l'interface entre le contenu des formations présentées par les organismes de formation et le citoyen classique qui va accéder à son CPF avec un objectif de consommer une formation. Alors, j'ai une première question qui a été partagée, donc plutôt sur les valeurs qui étaient sur cette slide-là. Les valeurs moyennes, CPF étaient-elles en hors taxe ou TTC? Je pense qu'il s'agit du hors taxe. Il faudrait reprendre le document donc, du jaune budgétaire 2025. Pardon, c'est pas le jaune, c'est le source Caisse des dépôts. Donc ça doit être référencé sur leur site internet. J'ai pas le détail actuellement, mais Je pense que c'est du hors taxe, ouais. Thomas. Je pense que c'est du hors taxe. Je pourrais apporter une petite précision sur cette slide. Attention, le contexte de 2026 vient compléter un petit peu ces éléments-là, puisqu'il y a eu des mises à jour, notamment par l'intermédiaire de la loi de finances de 2026. Et on s'aperçoit qu'elle permet en fait, la volonté, c'était de rationaliser les dépenses du CPF. Et donc, on s'aperçoit qu'en termes de parcours d'achat de la part des consommateurs, hein, des personnes sur leur propre CPF, eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne un petit peu différemment maintenant. J'aurai l'occasion de rappeler des éléments issus de cette loi de finances de 2026, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de comparaisons entre les offres de formation et on s'aperçoit que le processus de contractualisation est plus long. Voilà. Mm. C'est vrai qu'avec les lois qui sont passées cette année, on va falloir prendre du recul et attendre que l'année soit terminée pour avoir les nouveaux chiffres établis. Mais c'est clair que les données qu'on a ici vont nettement évoluer avec ces éléments. Et donc, EDOF, à quoi ça ressemble pour l'organisme qui va vouloir y accéder, créer son espace pour référencer son offre?
Alors, donc, vous avez des extraits directement de cette interface qui vous est présentée par Thomas. Alors, en fait, on a là un espace professionnel qui est attribué à chaque organisme de formation. C'est le tableau de pilotage, en fait. Donc, tout se pilote depuis le menu « Votre organisme de formation ». Donc, on voit que le tableau de bord vous donne en un coup d'œil des indicateurs de l'état de vos dossiers en cours. Donc là, précisément, on a les dossiers à traiter, on a les dossiers à facturer, etc. Et donc, on a ici un tableau de pilotage. L'idée, c'est que il faut comprendre la logique de cette interface de head-off qui est vraiment votre poste de travail et non pas simplement une boîte de dépôt. Donc, c'est là que vous allez déclarer, suivre, justifier, facturer vos actions de formation réalisées sur vos parcours certifiants pour tout individu qui aura mobilisé son CPF sur un de vos parcours. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs items, plusieurs thématiques qui sont accessibles, notamment les responsables et les référents, donc responsables pédagogiques, responsables administratifs. On a les données financières, on a le catalogue. Et donc, c'est sur ce catalogue que vous allez devoir référencer tous vos parcours et toutes vos offres de formation qui sont disponibles, les dossiers avec le tableau de bord que vous avez sous les yeux, et puis éventuellement une partie assistance qui est plutôt pas mal faite. J'ai une autre question de la part de Nathalie, alors sur laquelle on va répondre en détail par la suite. Donc, pouvez-vous me dire si toutes les formations sont éligibles sur EDOF? Alors, vous avez déjà un premier niveau qui concerne le type de prestation que vous souhaitez délivrer. Donc, ça, on va revenir sur ce point. Et ensuite, vous avez la notion d'éligibilité en termes d'action de formation. Donc je pense qu'André pourra compléter, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre offre doit surtout correspondre à un besoin du marché, que ça réponde à un enjeu, puisque c'est ce que va regarder le France Compétences, surtout lorsque vous allez chercher à faire référencer l'offre. Et donc, il pourra avoir un impact sur le fait que votre projet soit réaliste, qu'il mène à un référencement. Peut-être un complément, André, sur cette réponse? Oui, je pense qu'on va le préciser un petit peu plus loin, mais on va avoir des parcours qui sont éligibles directement sur EDOF. Je peux citer très rapidement, on y reviendra, le bilan de compétences et le dispositif de validation d'acquis d'expérience. Et puis après, on va avoir les parcours qui doivent être référencés, soit au registre national des certifications professionnelles, soit au registre spécifique. Donc, ce sont là deux types de parcours de formation dits par qualification. Alors, pour être éligible, ça se fait soit en direct, l'organisme de formation constitue un dossier pour faire référencer directement son propre parcours de formation. D'accord, il sera instruit, validé ou invalidé par la suite. D'accord, donc ça, j'ouvre vers une autre thématique, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Ou alors, il existe un dispositif d'habilitation, c'est-à-dire qu'on va conclure un partenariat, on va demander à être habilité par un certificateur qui, lui, détient un parcours certifiant, validé et référencé chez France Compétences, avec lequel on va conclure un partenariat. Voilà, globalement. Alors, Nathalie demande une confirmation. Donc, si je comprends bien, il faut être soit RS, soit RNCP. Soit dispositif éligible de plein droit, bilan de compétences et validation d'acquis d'expérience. On aura une slide qui va venir un peu plus tard, mais qui sera Okay. donc plus visuelle. Je pense que Nathalie, vous aurez une compréhension plus efficace de ce qu'on vient de présenter. Alors, entre ces différents acteurs, on peut peut-être confondre certains intérêts. André, quelle est la différence entre le CPF, mon compte formation et EDOF? Alors, comme je vous disais, donc là, on a en fait l'interface un petit peu de ces différentes thématiques. Le CPF est un cadre juridique, d'accord? C'est un droit individuel à la formation et il est défini par le Code du travail. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Thomas, chaque travailleur donc, voit une cotisation qui est faite au titre de son statut de travailleur et donc un CPF est ouvert et commence à être alimenté. Donc, ça va être son droit individuel à la formation. Mon compte formation, c'est la plateforme visible par les bénéficiaires. Ça veut dire que c'est sur cette plateforme-là
qui est un espace d'achat, donc comme une boutique en ligne en fait, permettant de prendre connaissance de l'ensemble des offres éligibles au CPF qui sont proposées par tous les organismes de formation qui sont sur la plateforme actuellement. Donc, la personne regarde, compare et peut acheter en direct un parcours qui lui convient. D'accord? Et donc, EDOF, c'est la plateforme pour les organismes de formation. C'est sur cette plateforme-là qu'on se fait référencer, qu'on déclare nos offres, qu'on fait la gestion de nos sessions, qu'on fait le contrôle, ainsi que éventuellement, on peut se faire, mais on y reviendra, on peut avoir une suspension ou un déréférencement de son éligibilité à cette plateforme EDOF dans des cas où on n'aurait pas respecté les conditions de gestion ou d'utilisation. Voilà. Mais donc, la différence entre tout ça, c'est qu'on parle de dispositifs différents, mais qui tous vont être synchronisés sur une même plateforme, CPF, Mon Compte Formation et EDOF. Bon, je vois plusieurs questions passer sur un rappel du point de vue du parcours. Ce qu'on a fait surtout, c'est une présentation en introduction. On va revenir dans le détail après avec des slides détaillés. Donc, je vous inviterai, si vous n'avez pas encore, enfin, si vous n'aurez pas compris après ces slides, à revenir vers nous. Mais je préfère réserver ce temps-là plus tard plutôt que de l'anticiper comme on a pu le faire. Alors, cette plateforme EDOF, c'est une plateforme qui a été mise à jour récemment, en tout cas en début d'année. Quels ont été les apports qui ont été donnés par cette mise à jour, Andrei? Donc, là, typiquement, comme je vous ai dit, il y a eu cette loi de financement de 2026, début d'année 2026. Elle a apporté un certain nombre de modifications. Alors, un réflexe à prendre, c'est de consulter le portail d'information des organismes de formation en accès public, hein, bien entendu. Vous pouvez y accéder très facilement depuis Google, sans connexion. Donc, EDOF a été mis à jour en janvier 2026 et fait régulièrement l'objet de maintenance planifiée ou bien de correctifs. Il y avait différentes étapes à observer pour déposer et effectuer sa demande de référencement. Désormais, à partir de début 2026, la procédure est légèrement différente, ce qui fait que la plateforme a dû se mettre à jour et effectuer un certain nombre de maintenances. D'ailleurs, des maintenances, il y en a assez régulièrement, donc c'est important de regarder les communications, les différentes communications de la Caisse des dépôts qui prévient régulièrement de ces interruptions planifiées. Bon, alors, on peut entendre dire ici ou là qu'il y en a régulièrement. Peut-être que c'est un effet loupe, on va dire, parce que comme il y a pas mal d'entités, que ce soit des individus ou des organismes de formation qui utilisent cette plateforme, c'est vrai que si l'usage souhaité tombe pendant une période de maintenance, ça peut produire voilà, un peu de désagrément. Mais c'est très planifié. Malgré tout, il n'y en a pas énormément et ça ne dure jamais très longtemps. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, concernant les offres que vous pouvez faire référencer sur la plateforme, on revient à la question qui avait été posée par Nathalie. Vous avez d'un côté les offres éligibles de droit. Pour cela, il s'agit plutôt de la partie basse de l'écran, à savoir les actions VAE, les actions bilan de compétences. Et pour le reste, vous allez avoir des actions, vous allez devoir faire des démarches complémentaires, notamment tout ce qui est certification professionnelle, donc tout ce qui est offre éligible par le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et aussi le RSCH, donc Répertoire spécifique des certifications et habilitations, où là, c'est ce qu'on entend par démarche complémentaire, notamment auprès de France Compétences, pour obtenir le référencement de cette offre sur ce dispositif. Vous avez également la préparation au permis de conduire. Donc là, on est également sur une offre éligible de droit. Et ensuite, les actions de formation qui sont destinées aux bénévoles ou volontaires en service civique, pompiers notamment. Donc, une fois que vous avez déjà identifié dans quel type d'action vous êtes, vous pouvez déjà savoir si vous avez ou pas
une démarche complémentaire à faire. Et si aujourd'hui, vous êtes plutôt sur de la réalisation d'actions de formation, il peut y avoir aussi une stratégie différente à avoir, et donc c'est ce que abordait André tout à l'heure. Donc, soit en faisant le référencement vous-même, et donc là, vous serez plutôt dans les deux cas en début de slide, donc soit RS ou RNCP, ou alors plutôt faire le choix de trouver un organisme qui est déjà dispensateur de l'une de ces formations pour avoir un partenariat avec lui. J'ai vu aussi une question dans le webinaire, à savoir, pour se référencer sur EDOF, la certification Calliope est-elle requise? La réponse est oui. C'est la marche que vous avez juste avant. Donc pour vous, si votre objectif est bien l'accès à ce dispositif, obtenez dans un premier temps la certification Calliope, et ensuite, en fonction du périmètre que vous avez certifié, vous pourrez aller plus loin sur le CPF. Alors, il y a aussi des prérequis qui sont demandés par le CPF. André, quels sont ces prérequis? Alors, sur les CPF, les prérequis, il s'agit là de démontrer une correspondance stricte entre la certification visée, son référentiel de compétences et le programme proposé, ainsi que des modalités d'évaluation conformes à ce parcours certifiant. Et donc là, il nous faudra conserver, archiver une traçabilité complète, donc par exemple des émargements, des évaluations, des différentes preuves d'accompagnement. C'est vraiment ce triptyque certification, référentiel, programme qui est vraiment examiné en tout premier par rapport à l'accord de votre référencement ou pas. Donc, pour faire le lien très rapidement, mais peut-être que Thomas, vous me relancerez sur les questions dans un deuxième temps. Je vois Martine qui parle un petit peu des certificateurs. Donc, en effet, si on est non pas sur un dépôt en direct, mais sur une procédure d'habilitation avec un certificateur, c'est lui qui détient du coup ce référentiel de compétences, mais c'est notre formation que nous allons mettre en place. Et donc, il faut justifier de la cohérence du contenu de notre formation avec son référentiel de compétences, avec ses modalités d'évaluation, et ça, il faut le démontrer. Alors, ça sera nécessaire aussi bien pour le référencement sur EDOF, donc la plateforme de référencement, mais également désormais sur les indicateurs Calliope qui ne vous concernaient pas si vous n'aviez pas déjà de parcours certifiant. Il y a des indicateurs désormais qui sont applicables, notamment un qui va vous demander de démontrer la cohérence entre votre contenu et celui du référentiel de compétences détenu par le certificateur. Alors, je suis revenu un peu en arrière sur le support, notamment sur la slide des actions éligibles. Je vous ai partagé un sondage qui vous permet de compléter votre réponse. Donc, quel est votre objectif aujourd'hui? Quelle action souhaitez-vous rendre éligible au CPF? S'agit-il d'une certification RS, d'une certification RNCP, ou bien d'une action éligible de droit sur lequel vous n'aurez pas d'action, enfin de référencement complémentaire à faire? Je vous laisse apporter une réponse, et comme tout à l'heure, je vois les résultats qui évoluent. Arrive en tête tout de même à 41%, la volonté de vouloir faire référencer une certification RNCP. Donc c'est très largement représentatif, et 27% ensuite des participants ne savent pas encore, donc qui sont plutôt au stade de la réflexion, je pense, pour identifier la stratégie qui serait le plus adaptée. Merci pour cette réponse. Donc je repasse après à la suite du support. Une fois que l'action à rendre éligible est identifiée, une fois que la démarche est effectuée, Andréi, quels sont les obstacles que peut rencontrer un organisme pour atteindre ce référencement? Et oui. Et donc, quand un projet de référencement EDOF coince, en général, c'est presque toujours pour l'une de ces trois raisons. Donc, la première, un refus de référencement, c'est-à-dire que les modalités qui nous étaient demandées de renseigner n'ont pas convaincu et n'ont pas donné satisfaction. Donc, il y a un refus qui est clairement exprimé. Par contre, il est toujours argumenté. Vous recevez un mail d'information vous disant quelles sont les raisons précises
qui n'ont pas donné satisfaction. Deuxième cas, ça va être une demande de correction. Il peut y avoir des moments où il n'y a pas un refus franc et massif, mais il y a une demande de correction sur un document ou sur une procédure éventuellement. Donc là, la conséquence, c'est qu'on a un rallongement malheureusement des délais. Et puis, il peut y avoir également la suspension du référencement suite à un contrôle interne. Et donc, bien évidemment, je vous l'ai dit au tout départ, les déclarations vous engagent et donc il y a la nécessité, mais ça ne change pas par rapport à Calliope, il y a la nécessité de démontrer la conformité de par la preuve. Donc, c'est à vous qu'il incombe de déterminer les preuves, de les archiver et de les communiquer en cas de contrôle. Et donc, c'est sur cette base-là que le référencement, votre référencement, va être consolidé et pérenne. Voilà. Donc, les points essentiels, c'est que ces difficultés sont généralement liées à une structuration inadaptée de l'offre en termes de déclaration de votre part, non pas vraiment à la plateforme. La plateforme ne fait que révéler une faiblesse de la conception de votre fonctionnement dans le parcours de formation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de vous. Donc, il y a la possibilité de le maîtriser. Il faut être cohérent dans ce que l'on déclare et dans le fonctionnement que l'on met en place. Et pour faire le parallèle, Thomas, vous présentiez tout à l'heure les produits proposés par ICPF, donc notamment l'audit Calliope. Bien évidemment que l'auditeur voudra voir une cohérence dans l'approche qualité, dans les process et dans les éléments de preuve montrés. C'est vraiment ça l'approche qualité. Eh bien, on a également besoin d'une approche qualité sur EDOF. Et bien souvent, les modalités sont identiques entre Calliope et EDOF dans l'approche pédagogique et gestion globale d'une session de formation. Alors, il y a une question de Sofiane qui fait écho avec ce que vous étiez en train de dire. Donc, pour un CFA, lorsque nous sommes dans l'attente de la validation d'un titre RNCP, le fait de déposer en parallèle sur EDOF une demande de référencement pour d'autres formations peut-il poser problème? Pas du tout, pas du tout. Ce sont deux choses totalement distinctes. Donc, on peut se faire référencer pour dispenser un parcours en particulier et en même temps avoir eu un projet, avoir structuré son projet, déposer son dossier et attendre l'instruction d'un dossier au RNCP. Et donc, les deux choses sont tout à fait distinctes et possibles en même temps. Et une autre question, alors c'est sur un autre sujet, mais qui est en double. Alors, je comprends que davantage de participants y sont intéressés. Sur la notion de partenariat, le fait d'être habilité par l'éducation nationale, comment faut-il faire pour y arriver? Est-ce qu'il y a des spécificités qu'il faut avoir en tête? Alors, des spécificités, oui, il peut y en avoir. Alors, très rapidement, parce que ça, c'est pareil, c'est une réponse que l'on pourrait approfondir sur 1 heure et demie ou 2 heures. Donc, de manière très succincte. Donc, il existe plusieurs types de certificateurs. On peut avoir des certificateurs privés, des organismes qui ont déposé et ont obtenu validation de leur parcours. Donc, ils deviennent certificateurs. C'est un certificateur privé. C'est lui qui va décider des modalités financières qu'il met à disposition de ses éventuels partenaires. Maintenant, on peut avoir des certificateurs dits publics, et donc là, ça va être l'État, hein, notamment l'éducation nationale, par exemple, mais également les DRETS qui gèrent certains titres professionnels, par exemple. Et donc là, on va avoir une procédure plutôt, non pas d'habilitation, mais plutôt d'agrément. Voilà, on a tendance à parler d'agrément dans ces cas-là. Et donc là, c'est plutôt avec le rectorat qu'il va falloir se mettre en relation et eux vont nous expliquer les différentes modalités sur des parcours gérés par l'éducation nationale, notamment le CAP évoqué par notre auditeur. Alors, revenons au contenu du support. Vous avez également parlé d'aspects de contrôle. Une fois que l'organisme arrive à faire référencer son offre sur EDOF, donc ce n'est pas une fin en soi, c'est un peu remis en question tous les jours de par des contrôles possibles. À quoi peut s'attendre l'organisme qui va être concerné par ces contrôles? Hmm.
Alors là, on va parler plutôt d'éléments de preuve, parce que c'est là que tout se joue en fait en cas de contrôle. Chaque modalité a son justificatif type. Par exemple, en présentiel, on va avoir des feuilles d'émargement, on va avoir euh, des, euh, des feuilles contresignées par les participants, contresignées par le formateur, par demi-journée, alors qu'en distanciel, on peut parler plutôt de traces de connexion à la plateforme et des échanges avec l'accompagnateur pédagogique. Pour l'accompagnement, les preuves sont suivies et individualisées éventuellement par le formateur. Pour la certification, on va parler plutôt d'éléments prouvant l'inscription du stagiaire aux épreuves. Donc voilà, donc chaque particularité ou modalité pédagogique va avoir ces exemples de preuves type. Alors, un point important à retenir, c'est qu'en cas de contrôle, la Caisse des dépôts peut vous demander ces pièces pour attester que le service de formation que vous proposez a été réellement effectif. Et vous disposez de quelques jours pour répondre à ces demandes-là et de fournir à ce moment-là les documents escomptés. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce terme de contrôle, hein. Alors là, on va parler de contrôle. Chez Calliope, on parlera d'audit. Mais dans les deux cas, si vous avez une démarche cohérente sur l'approche qualité, si vous êtes structuré, rigoureux dans l'archivage des éléments de preuve, on va démontrer cela. Le contrôle se passera de la meilleure des manières et donc vous pourrez poursuivre bien entendu votre travail et votre référencement sur la plateforme dédiée. Donc ne pas avoir peur de ces éléments-là, d'accord? On va maintenant rentrer dans la troisième partie du webinaire, à savoir les étapes pour référencer son offre. Donc, une fois que vous avez identifié l'action que vous souhaitez faire enregistrer sur Edoff, on a parlé de plusieurs stratégies. Je vais vous partager un sondage par rapport à cela. Donc, 3 stratégies possibles aujourd'hui. Soit le fait de faire référencer une offre éligible de droit, donc notamment sur de la VE ou du bilan de compétences, soit sur d'autres formations, faire appel à un certificateur professionnel qui aurait déjà cette offre d'enregistrer sur RS ou RNCP, ou alors de faire la démarche vous-même. Donc là, il faudra plutôt voir cela avec France Compétences pour proposer votre projet et arriver à le référencer sur ces répertoires. Donc, concernant cette slide, quelle est votre stratégie aujourd'hui? Je vous partage le sondage et je vous invite à y répondre. Alors, je vois qu'on a en parallèle de ça plusieurs questions qu'on va venir traiter en attendant que les résultats arrivent. Alors, quelles questions pouvons-nous prendre? Je vais trier avec les votes. Une question d'Isabelle qui vient d'arriver. Allez-vous traiter le CPF des élus? Alors, ce n'est pas une thématique qui a été ajoutée, mais peut-être que Andrei peut ajouter quelques mots sur ce sujet, peut-être. Voilà, c'est un dispositif qui reste malgré tout assez peu sollicité. Donc, c'est une éligibilité de droit, le CPF des élus, mais malgré tout, ça reste assez marginal. Donc, après, il y a une démarche de référencement également à faire. La plateforme EDOF sert également à cela. Donc, on va rentrer dans ces étapes de référencement qu'on va aborder tout à l'heure avec Thomas. Voilà, c'est assez spécifique, mais en termes de méthodologie de référencement, on est sur une modalité similaire, pas de spécificité par rapport à ça. Donc, c'est comme si on parlait, par exemple, de bilan de compétences. Donc, c'est une offre qui est éligible de droit, malgré tout. La méthodologie de référencement va être similaire à un parcours certifiant ORS ou RNCP. Là, les modalités et les étapes de référencement ainsi que les documents attendus ne changent pas entre ces différentes modalités. Alors, une question qui est revenue pour la deuxième fois. Les formations à l'accompagnement, à la création, sont-elles éligibles? Les formations à l'accompagnement et à la création. Alors, c'est en accompagnement et la création. Moi,
Alors, je fais le lien avec le code 204 et plutôt les actions de formation par rapport à la création et reprise d'entreprise. Ah oui. Je ne sais pas s'il s'agit de ça. Mais en tout cas, c'est une offre de formation qui était avant possible. De droit, on appelait ça la troisième voie, qui n'est plus possible maintenant. Par contre, il existe des formations certifiantes basées sur la thématique de création ou reprise d'entreprise. Donc là, on dépose un dossier, on demande à ce que cette offre de formation soit référencée au RNCP ou au ARS, mais ce n'est plus une offre éligible de droit. Il y a plusieurs abus qui étaient constatés et en fait, un peu toutes les thématiques qui étaient attribuées en justifiant que ça participait à la création ou reprise d'entreprise. Donc maintenant, ce dispositif a changé. Voilà. Juste une petite précision en termes de verbatim, Thomas, si vous permettez. Oui, On a employé tout à l'heure, mais je crois que c'était basé sur une des questions. Donc, accompagnement, accompagnement. Le terme accompagnement, il faut l'utiliser avec parcimonie. Attention à ne pas faire référence à des dispositifs de coaching, d'accompagnement sous forme de conseil. D'accord? La formation professionnelle, vous le savez, est quelque chose de très cadré, d'accord? Et les dispositifs de coaching et de conseil n'en font pas partie et ne sont pas éligibles, bien entendu, à ces différents financements. Voilà. merci pour le rappel, Andrei. Donc, concernant votre stratégie, alors je vais partager les résultats du sondage. Donc, à 41%, votre stratégie est de proposer une ou des actions éligibles de droit. À 31% de vous faire habiliter par un certificateur professionnel et à 28% de faire la démarche vous-même, d'enregistrer votre propre certification, soit RS ou RNCP, auprès de France Compétences. Merci pour ces réponses. On revient au contenu du support avec notamment l'aspect référencement. Donc, une fois qu'on a ce projet, comment faire, il y a 4 volets importants à bien prendre en compte. Quels sont-ils? Voilà, donc là, vous avez une capture d'écran du tout début du process de référencement. Et donc, on va nous demander de renseigner un certain nombre d'informations par rapport à votre organisme de formation directement. Donc, on a 4 volets à renseigner. Concrètement, le référencement EDOF se renseigne sur ces volets. Le premier étant l'organisme de formation. Il va falloir détailler ici des éléments administratifs très connus et sans grande nébuleuse. Donc, on a besoin du SIRET, du numéro de déclaration d'activité, l'adresse, la forme juridique, la date et les catégories des certifications Calliope en cours. Le deuxième volet, il va traiter plus de l'action de formation. Donc, on va devoir enseigner des infos sur les types d'actions que vous dispensez, les domaines de compétences que ces actions vont couvrir. Voilà, on est plus sur des modalités, par exemple, pédagogiques, présentielles, distancielles, hybrides, etc. Le troisième volet, il va concerner plutôt les offres de formation, un aperçu du catalogue que vous prévoyez de publier une fois référencé. Donc là, dans ce catalogue-là, on va devoir enseigner l'objectif général, les objectifs opérationnels, les compétences qui vont être couvertes, détailler, on va dire, les modules qui vont être dispensés. Là, vraiment, sur cette offre catalogue, il s'agit d'être très précis et très cohérent sur les informations que l'on va communiquer. Le quatrième volet, ça va être plus sur les coordonnées du dirigeant et son engagement direct. Donc là, on parle du représentant légal, des différents référents pédagogiques, administratifs, etc. Et de l'acceptation des conditions générales et particulières. Alors, ça, vous savez comment c'est, hein. On a beaucoup de textes, notamment quand on parle, par exemple, d'un contrat d'assurance ou autre, et on a tendance à signer des documents sans vraiment prendre connaissance des informations qu'ils expliquent et qu'ils détaillent. Sauf que là, attention, c'est vraiment un engagement fort de la part du représentant légal qui déclare la véracité et qui confirme la véracité des informations détaillées lors de ce référencement. Donc, il en va de sa responsabilité
qui devra être démontré par la suite, notamment en cas de contrôle, comme je vous disais. Donc, il n'y a rien de sorcier, mais ce sont des champs qui nécessitent beaucoup de précautions et beaucoup de précision au moment de la déclaration. Voilà. Et d'ailleurs, pour avoir eu le retour de l'un de nos certifiés, c'est aussi un formulaire qu'il vaut mieux compléter d'une traite, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde entre les différentes étapes. Et donc, vous pourrez potentiellement être amené à perdre les éléments. Donc, assurez-vous d'avoir du temps pour aller jusqu'au bout, si vous ne souhaitez pas avoir l'obligation de recommencer depuis le début. Et dans le chat, peut-être Thomas, un tout petit mot. Dans le chat, j'ai vu passer tout à l'heure, je n'ai plus le prénom de la personne qui témoignait de cela, mais elle disait, cette personne, qu'au moment de valider la déclaration, après avoir renseigné les éléments, elle avait l'affichage d'une erreur technique. Oui. Et voilà, donc ce sont des exemples de petits bugs qui peuvent survenir. Ne pas se décourager. On actualise sa fenêtre, on recommence la déclaration. Ce sont des impondérables, ça peut arriver, mais il ne faut pas se décourager. Oui. D'ailleurs, sur ce type d'erreur, une chose assez classique à faire, c'est de voir si cela fonctionne mieux avec un autre navigateur. C'est peut-être une question de compatibilité. En tout cas, c'est peut-être pas ça le problème, mais je vous invite à le tester et ensuite peut-être de solliciter leur service pour obtenir une réponse plus détaillée. Et ça peut être soit le navigateur, soit la version du navigateur avec des nécessités de mise à jour, par exemple. Oui. Une question de Marion qui concerne ces 4 volets. Si Marion a déjà effectué le référencement d'une première action et qu'elle ensuite développe une autre action type VAE, est-ce qu'elle aura besoin de recommencer ce formulaire pour ajouter cette nouvelle offre? Et oui, parce que malgré tout, imaginons que vous ayez un premier référencement pour une habilitation sur une formation au registre spécifique. Admettons pour l'exemple. Donc là, actuellement, la plateforme a validé votre demande de référencement, mais elle est validée que pour cette formation éligible au RS avec une habilitation, avec un certificateur privé que vous avez validé. Maintenant, si on veut faire référencer une offre qui est différente sur un dispositif VAE, par exemple, eh bien là, de nouveau, il faut la faire référencer sur la plateforme. Et donc, on recommence la méthodologie et notre deuxième parcours sera référencé, validé et donc visible depuis le CPF. Alors, j'ai également vu une attente partagée dans le chat à 2 reprises. On a voulu éclaircir au début. Alors, nous n'allons pas traiter du sujet du processus d'enregistrement RNCP. Donc, ne vous attendez pas à voir ce type de contenu dans le webinaire. On a fait le rappel au début. Alors, peut-être que vous êtes arrivé un peu plus tard. On est plutôt sur d'autres sujets. On n'a pas pu rajouter tout en long, en large, en travers tout ce qui concerne le CPF et EDOF. Sinon, je pense qu'on aurait pris un jour de webinaire, peut-être même plus. Il faudra vous inscrire à une thématique plus spécifique relative à ce type de démarche. Alors, revenons aux étapes de ce référencement. Comment se passe l'inscription déjà lorsqu'on a le projet de référencer son offre? Voilà, donc là, on est sur la demande d'inscription. Un titulaire va mobiliser son CPF sur l'une des offres. Donc, le dossier va apparaître comme étant en statut à traiter. Voilà, donc vous pouvez le retrouver dans le dossier, dans l'onglet dossier. Et donc, vous allez avoir le statut à traiter. Donc, 2 points de vigilance. Le délai pour répondre, donc 2 jours ouvrés pour une offre sans prérequis et jusqu'à 30 jours ouvrés quand il y a des prérequis. Alors là, c'est important de comprendre que c'est de votre responsabilité de vérifier que le demandeur, on va dire, est éligible à votre parcours. Si vous avez des prérequis ou s'il y a nécessité de vérifier auprès de lui la cohérence d'un projet professionnel avec éventuellement des prérequis détenus actuellement, la possibilité de se positionner sur votre formation
pour obtenir des compétences professionnelles qui lui serviront par la suite, ça, c'est également une démarche que vous devez vérifier de votre côté. Donc, c'est très important de s'assurer de ça. Et vous voyez qu'entre un parcours sans prérequis et un parcours avec prérequis, eh bien, les délais peuvent varier. Alors, une question qui a été posée il y a quelques instants, et je pense que la réponse a été obtenue avec cette slide. Combien de temps faut-il attendre pour référencer son offre sur EDOF? Alors, Est-ce que c'est de 2 à 30 jours ou le Alors délai non, peut ce n'est pas être, tout à fait ça, non? Thomas. Là, on parlait d'une demande d'inscription, c'est-à-dire que là, on a un organisme qui a vu valider son référencement. Donc, il accède à cette plateforme de gestion où il peut obtenir les demandes d'une personne qui veut mobiliser son CPF directement. Et là, on vient de parler des délais de traitement de cette demande. Attention, je complète et ensuite je reviendrai sur la question qui nous a été posée De en qui? termes de délai. Donc là, attention, donc on a quelqu'un qui est dans un statut à traiter, on a une demande à traiter. On va partir du principe qu'il n'est pas obligatoire de valider cette demande, d'accord? On n'est pas dans l'obligation de l'accepter parce que, comme je vous disais, on a la nécessité de vérifier la cohérence entre le profil et la formation que vous dispensez. S'il n'y a pas de cohérence, on peut se réserver la possibilité de refuser l'inscription de la personne. Voilà, ça c'est sur la partie au tout début de la prise en charge d'une demande. Maintenant, pour faire référence au délai en vigueur à partir du moment où j'ai déposé ma demande de référencement, eh bien, la Caisse des dépôts communique sur 8 semaines de délai d'instruction du dossier. Voilà. Et ça se fait en plusieurs étapes. Donc, on a les 4 volets qu'on a vus tout à l'heure et qu'on a détaillés. Quelques jours plus tard, on va nous demander un complément d'information avec des documents à charger qui sont des documents très spécifiques. Alors, on ne les a pas détaillés dans une slide à part entière, mais je vais juste les citer à titre d'exemple pour que vous voyez un petit peu que ça nécessite de la préparation. Je vous les cite. Donc, il va nous falloir un programme détaillé de ce parcours certifiant, bien entendu en cohérence avec le référentiel de compétences. Il va nous falloir, si vous êtes dans une démarche d'habilitation, eh bien, la convention signée avec le certificateur en cours de validité, la grille tarifaire pour chaque formation que vous proposez, un fichier contenant les codes et les intitulés des certifications pour lesquelles vous déposez votre demande. Il nous faudra également la déclaration des revenus professionnels, un CV et le diplôme de l'ensemble des formateurs qui vont officier sur le parcours, le certificat de conformité du logiciel en cas de système de caisse pour l'établissement. Donc là, on est sur la partie facturation et gestion des flux financiers. Il nous faudra le dernier bilan pédagogique et financier, l'attestation de vigilance URSSAF, ainsi que l'attestation de régularité fiscale. Vous voyez, ça fait pas mal de documents. Bien entendu, il peut y avoir des cas particuliers. Si au cours des 4 volets qu'on a détaillés précédemment, vous avez déclaré faire usage de formateurs en sous-traitance, eh bien, il faudra également, par exemple, fournir les contrats de sous-traitance avec ces formateurs. Alors, passons à l'étape 2, notamment sur la vérification avant validation. Quel est le contenu de cette étape? Alors là, on est de nouveau sur un client qui est référencé, donc l'organisme a accès à EDOF pour le suivi et le traitement de ces différentes demandes. Donc avant de valider une demande, là, il va nous falloir 5 vérifications systématiques. Voilà, c'est très important. Donc, le demandeur est-il titulaire du CPF qui va suivre la formation? Remplit-il les conditions générales pour mobiliser son CPF? Le compte est-il mobilisé dans un cadre de projet professionnel précis? Ça fait écho avec la vérification des prérequis dont on parlait tout à l'heure. La formation de votre catalogue répond-elle exactement à son besoin? Donc là, on est sur un dispositif similaire à Calliope au titre de l'indicateur 4, hein,
découverte des attentes et des besoins. Okay. Votre formation dispose-t-elle des prérequis techniques et pédagogiques nécessaires? Voilà, donc il faut qu'il y ait cette cohérence entre le dispositif que vous proposez et la capacité à suivre de la part du demandeur. Voilà, globalement, on a ces prérequis techniques pédagogiques à valider et à partir de là, si ces vérifications-là sont validées, eh bien, on peut inscrire et déterminer et entériner, pardon, l'inscription de ce demandeur sur le parcours de formation. Alors, vous avez abordé à 2 ou 3 reprises le sujet de la partie sous-traitance. Ça fait écho avec une question de Cédric, donc, qui indique: «J'ai une formation RNCP, certains de mes sous-traitants sont en cours de référencement NDA. Est-ce que cela peut poser problème en sachant que plus de 50% de chaque bloc de compétences est réalisé par le donneur d'ordre?» Alors, est-ce que ça pose problème si l'intervenant sous-traitant n'est pas détenteur actuellement de son numéro de déclaration d'activité? Si je Oui, reformule la c'est question. la question, oui. Oui, là, oui, la réponse est oui, ça va poser problème. Parce que mobiliser un sous-traitant par un organisme de formation doit se faire dans le cadre réglementaire établi, à savoir que vous ne pouvez collaborer avec des sous-traitants que si ils sont à jour de la réglementation applicable, c'est-à-dire en détention d'un numéro de déclaration d'activité actif. Et dans certains cas, il pourrait aussi leur être demandé la certification Calliope. Donc là, il s'agit des sous-traitants qui seraient soit hors du régime microsocial, et donc là, qui devraient obligatoirement avoir cette certification. Et après, pour vos sous-traitants qui sont au statut microsocial, donc qui sont micro-entrepreneurs, si ils excèdent un chiffre d'affaires de 77 700 €, là aussi, il leur sera demandé la certification. Et donc, si de votre côté, aujourd'hui, l'organisation ne répond pas à ces différents critères, vous vous exposez à un risque de déréférencement si vous faites appel à ces sous-traitants-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà établir la liste de vos sous-traitants. Vous demandez pour chacun, dispose-t-il d'un NDA, dispose-t-il enfin, quel est leur statut, et ensuite, quel est leur volume de chiffre d'affaires. Et vous y verrez déjà un peu plus clair, je pense, sur les actions à entreprendre. Alors, concernant le support, là, on arrive à l'étape 3 du dépôt de l'offre sur EDOF. Comment ça se passe une fois que l'organisme en arrive ici? Voilà, alors globalement, il y a ces différentes étapes, 5 étapes. On a parlé tout à l'heure des 4 volets thématiques à renseigner. Là, pour synthétiser un petit peu ces étapes-là, donc ça se fait d'abord par le dépôt sur la plateforme. Ce dossier va être ensuite analysé. Le cas échéant, la transmission des retours ou des demandes de précision, c'est-à-dire que soit les premiers éléments n'ont pas donné satisfaction et on va recevoir un mail avec un motif de refus, détaillant le motif, bien entendu, soit la première déclaration d'information est validée et on va passer à cette étape où on va nous demander de déposer des éléments complémentaires. Ce sont les éléments que je vous ai listés tout à l'heure, convention, grille tarifaire, attestation URSSAF, etc., etc. Et donc, à partir de là, la totalité des pièces sont déposées et donc l'instruction va être finalisée par la Caisse des dépôts. Et comme je vous disais, en général, ils communiquent sur 8 semaines, donc 2 mois, hein, avant d'avoir la réponse définitive. Voilà. Donc, 2 règles d'or, on va dire, dans cette considération. La première, c'est que déposer et valider une demande de référencement ne vaut pas validation générale. Il y a cette instruction, il y a peut-être des échanges ou des éléments complémentaires qui sont demandés. Et la deuxième, c'est que il se peut que vous subissiez un refus, il va être formalisé, il va être pointé. Vous avez la possibilité, dans un deuxième temps, de rectifier ce qui n'a pas convenu au moment du premier dépôt et effectuer de nouveau une nouvelle demande. Alors oui, il faudra recommencer à zéro, mais vous en avez la possibilité. Il n'y a pas de délai de carence ou autre. Vous pouvez le faire immédiatement.
Donc, une fois que l'offre est déposée donc, sur la plateforme, elle devient accessible pour un stagiaire. Et une fois donc que cette offre est sélectionnée, quelle est la suite pour l'organisme? Alors, donc là, voilà, donc on s'est vu valider notre référencement sur EDOF, on a accès à cette plateforme, une personne peut, comme on l'a vu tout à l'heure, consommer notre formation. Donc à partir de là, une fois que le stagiaire est présent, alors vous déclarez son entrée, c'est vous qui déclarez son entrée en formation dans EDOF. Un point sensible, ne déclarer l'entrée qu'une fois un certain nombre d'éléments de vérification effectués, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ne déclarer l'entrée en formation qu'une fois que le stagiaire a vraiment débuté. N'anticipez pas cette déclaration parce que c'est irrémédiable. On ne pourra pas revenir en arrière. Et si au final l'individu ne débute pas le jour J pour des raisons variées, hein, impondérables ou absence ou etc., donc là, ça va être compliqué. Donc vraiment, déclarer l'entrée que lorsqu'elle est effective. Ça, c'est très important. Le dossier peut passer en statut annulé. Cependant, si vous l'avez déclaré entrée, on ne peut plus le basculer en annulé. Donc ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, on a également après d'autres temps qui relèvent plutôt de la partie suivi et de la pérennisation de l'offre qui est déposée. Quelles sont les étapes qui peuvent venir après ce fameux dépôt? Voilà. Alors là, ne prenez pas peur par rapport à cette slide. En effet, il y a plusieurs étapes, mais c'est important que vous soyez familiarisé après référencement validé par la Caisse des dépôts, et bien que vous soyez familiarisé avec la plateforme et surtout avec les différentes étapes, parce que ça va être à vous de faire vivre ce dossier, cette demande, allant de la simple demande à traiter au statut en attente, accepté, entrée déclarée, etc., etc., jusqu'à la partie finale qui va être la facturation. Donc, vous faites vivre et vous faites enchaîner les étapes à ce dossier. C'est vous qui en avez la responsabilité, donc c'est vous qui le ferez. Et je pense que là, le- la notion de tableau de bord, comme vous en faisiez référence au début, prend tout son sens. C'est vraiment à partir de là que l'organisme va effectuer finalement toutes les actions de la partie inscription, demande de référencement, puis gestion après de l'ensemble des stagiaires en fonction des formations qui vont être suivies. Tout à fait, tout à fait. Et on Donc, retrouve du c'est coup, pas simple, hein. On va pas expliquer que c'est quelque chose qui est simple, mais ce n'est pas non plus insurmontable, c'est juste structuré, c'est précis, il faut prendre connaissance des attentes pour pouvoir y répondre dans la meilleure des précisions. Voilà, donc ça passe aussi par cette étape d'appropriation de la plateforme. Forcément, plus on va traiter de dossiers, plus on aura cette expérience nécessaire à l'usage, mais ce n'est pas insurmontable, hein. Alors, on a deux questions qui viennent d'être posées. Alors, peut-être que ce sera en complément de cette slide. Des questions relatives à la facturation. Si on est sur une formation longue, est-il possible de faire une facturation intermédiaire avant la fin de la formation? Et après, une demande plus large, est-ce qu'il est possible de revenir sur cette phase de facturation? Comment ça marche? Alors, la phase de facturation, on va dire que c'est la dernière étape dans le traitement du dossier. Donc, le bénéficiaire du CPF aura consommé directement sur la plateforme la formation, d'accord? Sauf que vous n'allez pas recevoir le paiement immédiatement. Le paiement s'effectue auprès de la Caisse des dépôts et vous, à la fin de la formation, vous allez avoir cette rétribution de paiement. Il faut compter 30 jours à peu près, hein. Il faut compter 30 jours avant d'être payé par la Caisse des dépôts. Voilà. Donc là, c'est pareil, la Caisse des dépôts, je vous donne un exemple de clients ou de personnes avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet. En cas de contrôle, d'accord,
En cas de contrôle, la Caisse de dépôt se réserve la possibilité de dire « Eh bien non, cette prestation ne vous sera pas payée. Vous n'avez pas démontré réellement les éléments de preuve de la réelle tenue de ce parcours-là ou bien du réel accompagnement pédagogique de ce parcours ou de cet individu. Donc, la Caisse des dépôts peut vous refuser le paiement de la prestation. Donc, vous comprenez pourquoi on insiste depuis tout à l'heure sur la nécessité de précision, sur la nécessité d'éléments de preuve archivés en cas de contrôle. Voilà. Et concernant la possibilité de facture intermédiaire, est-ce qu'il est possible sur une formation longue de facturer avant la fin de la prestation? Oui, sur une formation longue, on peut demander 25% d'acompte sur le coût total de la formation, voilà, permettant de gérer un petit peu l'aspect financier et évitant d'attendre de trop longues périodes avant d'avoir le paiement effectif. Alors, on a au sens global du parcours des erreurs qui peuvent être rencontrées, notamment 6. Alors, ce sont les erreurs les plus répandues. Quelles sont les 6 erreurs que peut rencontrer un organisme dans ce parcours? Donc voilà, donc là, on a identifié les 6 erreurs les plus fréquentes. Donc, la première, c'est de valider une inscription sans échange préalable ni test de positionnement. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'à partir du moment où il nous a acheté la prestation, eh bien, il est éligible à pouvoir la suivre. Non. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette phase de contrôle, cette phase de test, éventuellement de positionnement pour vérifier son niveau, son éligibilité, la détention des prérequis, si prérequis il y a sur votre parcours. Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ça va être d'ajuster le prix selon le solde du CPF du stagiaire. D'accord ? Ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est là qu'on va attirer les suspicions ou les dérives dans l'usage de la plateforme. Et donc là, la Caisse des dépôts, elle est bien entendu très vigilante par rapport à ce genre de choses. Un prix est un prix, peu importe l'enveloppe dont dispose la personne qui va suivre la formation, un prix est un prix, on adapte le même prix à tout le monde, bien entendu. Troisième erreur, c'est de déclarer une entrée en formation à tort alors que le statut est irréversible, comme je vous disais tout à l'heure. Vraiment attendre que le dispositif ait débuté pour valider le passage sur cette étape et non pas l'anticiper. 4, ça va être de déclarer un suivi intégral alors que la durée réelle diffère du dossier. Ça veut dire qu'on va facturer, on va dire, le parcours réalisé en totalité alors que la personne ne l'a pas finalisé. Donc, il lui manque quelques modules ou il lui manque quelques heures de formation. Ça, c'est pareil, ce sont des éléments qui attirent la suspicion. Et donc, on va être très, très mal en cas de contrôle. On ne pourra pas démontrer, soit par des émargements ou des relevés de connexion, on ne pourra pas démontrer le fait que l'individu a assisté à la totalité de la formation. Donc, une facturation totale n'est pas justifiée. 5, ne pas conserver les preuves probantes de l'accompagnement à distance. Vraiment, ça, c'est quelque chose, c'est incontournable. On ne peut pas faire sans ça. Il faut s'assurer que vous utilisez une plateforme vous permettant d'avoir accès à ces éléments de preuve de connexion. Donc ça, c'est vraiment très sensible, auquel il faudra faire très attention. Et pour finir, dernière erreur fréquente, c'est de confondre refuser et annuler dans le suivi de vos indicateurs. Refuser et annuler n'est pas la même chose. Refuser, peut-être, ça passe par une démarche de votre part, suite à vérification de la cohérence par rapport au projet. Annuler, c'est peut-être suite à un arrêt brutal de la part du stagiaire. Encore faudra-t-il se renseigner sur les raisons qui ont amené à cela. Là, encore une fois, vous voyez que sur quasiment chacune de ces étapes, on peut faire un lien avec la démarche Calliope
Par exemple, sur l'erreur numéro 6, eh bien, on est sur l'abandon. Donc, il s'agit de voir quels ont été les éléments ayant mené à cet abandon et comment, peut-être, dans une démarche d'amélioration continue, on peut mettre en place des choses plus pertinentes ou plus adéquates pour la prochaine session de formation. Merci André pour cette présentation. On va revenir sur quelques questions avant de passer à la suite et aussi un retour demandé par Daphné qui indique mes actions de formation sont actives, mais les candidats ne les trouvent pas sur leur CPF. Avez-vous déjà eu le cas? Et elle a complété aussi également avec un autre message donc pour préciser. Mes formations sont actives sur mon espace OF, mais marqué indisponible côté candidat, même avec le lien direct de la formation. Voilà. Alors ça, je n'ai pas en tête un dispositif particulier précis par rapport à cela. Comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir parfois la notion de bug, donc ça nécessite de passer soit par l'assistance prévue par la plateforme, et encore une fois, c'est très bien fait, soit par un appel direct auprès des services, leur faisant part de la situation. Là, par contre, on a des gens qui sont très réactifs et qui très facilement répondent à vos sollicitations. Et une demande de confirmation par Cédric. Justement, une petite précision. Oui. Voilà, ça me vient comme ça. Vous savez, parfois, c'est en répondant que les idées nous viennent. Et donc là, ça peut être aussi, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ce sujet me permet d'extrapoler et d'aborder cela avec vous. Donc, on disait tout à l'heure qu'il nous est demandé de, bien entendu, détailler dans notre catalogue différents éléments pédagogiques, organisationnels, tarifaires par rapport à notre proposition au catalogue. Et donc, la Caisse des dépôts peut figer, peut suspendre, peut déférencer non pas l'ensemble de vos offres au catalogue, mais une offre en particulier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un élément qui a été déclaré, il y a une information qui a été formulée dans l'offre au catalogue qui ne donne pas satisfaction ou qui peut attirer de la suspicion. Je vous donne un exemple au niveau tarification. Voilà. Si on sort de la tarification, on va dire plus ou moins moyenne ou médiane de l'ensemble des autres prestataires qui proposent le même type de parcours, eh bien, ce sont des éléments qui peuvent attirer la suspicion, en tout cas, au-delà de la suspicion, juste la nécessité de contrôle. Après, on peut tout à fait avoir une tarification supérieure à ce que fait la concurrence, mais il faut savoir l'argumenter, notamment par les modalités pédagogiques qui peuvent éventuellement différer par rapport au volume général qui peut différer et du coup qui peut justifier le coût supplémentaire. Voilà. Ça me fait penser à une question qui avait été posée. Alors, je n'ai plus le prénom du participant, mais la question était relative au coût d'un bilan de compétences sur la plateforme Innov. Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a peut-être un maximum qui peut être défini par l'organisme? Un maximum qui peut être défini, non, puisque vous savez que le bilan de compétences, il peut être, on va dire, évolutif en termes de volume. Donc, il y a un volume bas et puis il peut y avoir un volume qui est quasiment le double, donc de 12 heures à 24 heures, par exemple. Et donc là, forcément, en fonction de ce volume-là, donc de temps d'échange et de connexion par l'intermédiaire du conseil en bilan de compétences, forcément, ce sont des éléments qui vont différer, donc forcément, ça va impacter le prix. Donc là, il n'y a pas un tarif minimum, il y a juste la nécessité de votre part d'effectuer un benchmark, de voir un petit peu qu'est-ce que propose la concurrence et quel est le juste prix par rapport à votre parcours individuel. Donc, vous allez prendre en compte plusieurs paramètres, hein, le volume horaire, bien entendu, la modalité pédagogique, bien entendu. Ce n'est pas pareil si on est sur du e-learning que si on est sur du présentiel. Vous voyez bien qu'il y a cette considération à avoir. Donc, trouver la bonne tarification, déjà, ça vous permettra stratégiquement et commercialement, eh bien, peut-être d'avoir plus de demandes de la part de bénéficiaires et non pas de se dire ah, je suis très peu sollicité,
n'ayant pas fait la démarche de vérifier si le prix est adapté ou s'il est correctement positionné. Merci pour cette réponse détaillée, Andrei. Donc, concernant le parcours, donc on a parlé de la stratégie en fonction de l'action que vous souhaitez faire référencer, du type de formation que vous pouvez ajouter sur EDOF. Et l'un des préalables, si vous souhaitez arriver jusqu'ici, c'est l'obtention de la certification Calliope, soit pour vous-même afin d'accéder au CPF, soit pour vos sous-traitants s'ils sont concernés par cette obligation en fonction, donc on a vu de plusieurs sujets, de leur statut juridique ou alors de leur volume de chiffre d'affaires. Donc pour arriver jusqu'ici, dans le cadre du parcours de certification Calliope, vous avez 5 étapes qui vous permettent d'arriver jusque-là. Commencez déjà par une demande de certification Calliope sur notre plateforme Noé. Donc, c'est un formulaire qui va se compléter en 5 minutes avec la possibilité d'avoir l'assistance de ICPF au téléphone en fonction des champs à compléter. Une fois que votre demande est faite, on vous envoie une proposition détaillée dans laquelle vous retrouvez une date pour l'audit en fonction de ce que vous aurez demandé, un budget, puisqu'il diffère d'un organisme à un autre en fonction de son chiffre d'affaires et du périmètre qu'il vise pour la certification Calliope. Une fois que cette proposition, vous la validez, donc la date de l'audit que vous avez choisie est validée avec l'auditeur, et après, vous rentrez dans l'aspect préparation de l'audit, qui va pouvoir se faire avec des options ou sans, en fonction de votre niveau de préparation déjà par rapport à la certification, votre maîtrise de l'activité de formation. Une fois que la préparation est faite, vous allez entrer dans l'étape 4, donc c'est l'audit Calliope. C'est en moyenne une journée pour un organisme de formation. Et donc là, un échange entre l'auditeur et le référent qualité. Donc, référent qualité, c'est vous, pour présenter comment l'organisme, indicateur par indicateur, répond de manière conforme au référentiel Calliope. À la fin de cette journée, l'auditeur vous remet un rapport d'audit dans lequel vous identifiez les éventuelles non-conformités, s'il y en a. Ce n'est pas quelque chose qui arrive systématiquement. Et donc là, vous pourrez savoir si l'organisme pourra obtenir directement la certification de Calliope. Alors, dans certains cas, lorsqu'il y a des non-conformités, vous avez un délai de 3 mois pour les traiter. Donc, c'est aussi un rappel à faire aux organismes qui sont déjà certifiés, c'est que la réglementation permet ce traitement. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de surpréparer un audit puisque vous avez du temps pour ajuster après en fonction de ce que va constater l'auditeur. Et donc là, une fois que ce traitement est fait, vous recevez le certificat. Vous devenez référencé auprès des différents financeurs, notamment OPCO, France Travail Région, et vous pouvez maintenant utiliser ce certificat Calliope pour aller plus loin vis-à-vis du CPF, avec notamment les actions éligibles de droit, et entamer, si c'est votre stratégie, l'enregistrement d'une formation sur France Compétences, ou alors identifier un partenaire qui pourra vous permettre d'accéder au CPF. Par rapport au budget de la certification Calliope avec ICPF, il va se diviser en 2 parties. Il y a un avant-certification, ce qui vous permet de réaliser l'audit initial et d'obtenir la certification, et l'après-certification qui va correspondre au maintien du certificat, notamment pour assurer la réalisation de l'audit de surveillance, de l'audit de renouvellement, jusqu'à temps que vous souhaitiez garder la certification. Donc pour l'avant-certification, on est sur un budget moyen de 1 190 €. Ça correspond aux frais d'audit initial plus les frais techniques, donc notamment relatifs au traitement de votre dossier, à l'émission du certificat. À cela, vous pouvez ajouter des options donc qui vont permettre, en fonction de vos attentes, de vos besoins, de compléter la qualité de service ou de traiter des situations parfois d'urgence. Donc, vous avez notamment une option élaboration qui va servir à la préparation de l'audit. Donc, c'est un espace dans lequel vous pouvez renseigner dans Noé vos éléments de preuve et la description de votre argumentation. Vous avez aussi une offre de pré-audit qui va être possible en amont de l'audit initial pour vous entraîner et voir
s'il y a des ajustements à faire avant l'audit initial. Vous avez également un pass urgence qui permet là de demander une date rapidement pour un audit initial et aussi d'accélérer l'émission du certificat après l'audit. Dans certains cas, par exemple, un appel d'offres ou un client qui vous demande une réactivité sur une offre à faire financer, c'est une offre qui peut vous rendre service. Et après, d'autres options, l'assurance report, par exemple, qui permet de replanifier un audit si vous le souhaitez, pour des sujets de planification qui vont vous nécessiter de chercher une autre date. Et donc après, pour l'après-certification, on a ce système de pass annuel qui est en place. Le pass classique, donc ça c'est le niveau standard de service, qui est au coût de 523 € par an. Donc cela permet d'assurer la planification et la réalisation des audits à venir, donc la surveillance et le renouvellement. Et vous pouvez aussi monter en gamme avec un pass Serenity ou un pass Group qui vont vous donner accès à certaines des offres que j'ai présentées donc, en bas d'écran. Donc, par exemple, l'offre auditeur garantie, l'offre pass urgence, l'assurance report et surtout vous mettre à disposition des interlocuteurs dédiés chez ICPF. Donc, pour les participants qui en sont au début de la démarche, qui ont pour objectif d'accéder au CPF, mais qui n'ont pas encore l'ensemble des prérequis, à savoir le NDA ou encore la certification Calliope, je vous invite à effectuer une demande de certification auprès de ICPF pour pouvoir aller plus loin dans la démarche. Et je rends la parole maintenant à Andrei sur la conclusion. Donc, quels sont les 5 points à retenir sur ce qu'on vient de présenter autour de la thématique de Head-Off et du CPF? Et oui, donc de manière à synthétiser un petit peu par rapport à l'ensemble des éléments qu'on a pu dire sur cette thématique EDOF. Premièrement, EDOF n'est pas qu'une plateforme, c'est un outil réglementé qui engage votre responsabilité et qui vous permet par la suite de structurer, de gérer les différentes demandes que vous allez avoir. C'est aussi une démarche qui nécessite que Calliope soit obtenue, que Calliope soit maintenue, et la certification, du coup, permet l'accès au CPF directement avec des étapes complémentaires. Mais Calliope est un prérequis de toutes les manières. Donc, et ça, dans chaque catégorie que vous souhaitez faire référencer sur EDOF, donc action de formation, bilan de compétences, VAE, CFA. Le principal risque n'est pas EDOF. Le principal risque, c'est une offre mal structurée, c'est des infos erronées ou déclarées mais non appliquées. Donc, en fait, le risque de suspension ou de non-maintien du référencement EDOF, eh bien, il dépend de vous. D'où la nécessité d'appliquer ce dispositif et cette démarche qualité. Le référencement n'est jamais définitif. Donc, il est attribué au regard d'informations déclarées à un moment précis. Il peut y avoir des contrôles par la suite. Si les éléments ne sont pas à jour, démontrés et sourcés avec des éléments de preuve, eh bien, il peut y avoir une suspension. Et EDOF est un levier pour votre activité, mais non pas le seul. Donc là, il faut également, dans votre méthodologie et dans votre stratégie globale, ne pas s'appuyer que sur EDOF ou sur le financement du CPF, mais avoir une offre peut-être plus élargie de manière à minimiser le risque. Voilà. On peut parler de ces points-là qui sont des points essentiels, me semble-t-il. Après, bien entendu, chaque organisme a sa propre stratégie, chacun a son propre cycle et ses propres, j'allais dire, horaires, volume horaire ou période, bien entendu. Et donc, vous pouvez fluctuer et faire évoluer votre stratégie à l'intérieur de ces cycles-là. Voilà. En espérant avoir répondu pour le mieux par rapport à ça. Merci Andrei pour ta participation, pour ton expertise sur ce dispositif qui nécessite d'avoir ces connaissances que tu as pu partager. Merci à toi. Donc, on arrive à la séquence de questions-réponses. Alors, notre intervention à tous les deux a duré un peu plus longtemps que prévu. On devait terminer à 15h30 en ayant traité les réponses. Je vois qu'il y en a encore
plusieurs dans l'onglet, donc on va prendre 5 minutes en faisant des réponses courtes pour tout de même apporter ces éléments. Pour les participants qui ont un projet de certification qualité Calliope, ICPF Pro ou ISO, vous avez nos coordonnées qui s'affichent ici, donc coordonnées ICPF 01 82 83 56 40 et la possibilité de prendre un rendez-vous avec l'un de nos assistants à la certification. Et donc, on va passer tout de suite aux questions. Si, André, vous avez vu une question que vous souhaitez traiter, je vous invite à la partager et moi, je suis en train d'en chercher d'autres. Ok, je suis en train d'en prendre connaissance également. Là, je vois par exemple Bernard qui nous dit sur la fiche RNCP, il y a généralement la liste des organismes agréés. Faut-il également une convention? Donc, si je comprends bien, parce que ce n'est pas tout à fait clair, donc en effet, sur France Compétences, chaque organisme habilité par le certificateur eh bien, est référencé, c'est public, on peut en prendre connaissance, mais ça veut dire que chacun de ces organismes qui est décrit comme habilité, bien entendu, a signé une convention avec ce certificateur. Alors, je vois une question alors, que j'avais partagée, je vais la réafficher. Une question posée par Anne. Est-ce que cela veut dire qu'un programme de formation qui participe à la montée en compétences d'un métier RNCP est éligible ou uniquement les formations qui forment au métier à la base? Alors là, je n'ai pas compris le sens de la question, Thomas. Je suis désolé. Alors, je Donc, pense que c'était, je vais tenter de reformuler, c'était par rapport à la notion d'éligibilité d'une formation. Et j'avais apporté la précision que la formation devait répondre à un enjeu de montée en compétences. Alors, je vais la relire parce que peut-être que du coup, je l'ai mal comprise aussi. obligatoirement, la formation que vous envisagez de faire référencer au RNCP ou au RS doit avoir une finalité professionnelle, obligatoirement. Ça veut dire qu'on doit démontrer la montée en compétences à travers ces parcours de formation et donc la mise en place d'objectifs opérationnels. Voilà. Si je peux reformuler, est-ce que c'est du coup de savoir, est-ce que, si je prends un métier au hasard, pizzaiolo, tiens, est-ce que la formation doit être une formation pour devenir pizzaiolo ou est-ce que ça peut être une formation qui va concerner une technique particulière de Ah ce oui, métier? ça y est, là, du coup, j'ai compris. Donc, ça veut dire que globalement, hein, pour être succinct, donc là, on est sur la différence entre qu'est-ce qu'une formation RNCP et qu'est-ce qu'une formation ORS. Alors, une formation RNCP nous permet d'acquérir des compétences aboutissant à un métier. Donc, par exemple, l'exemple de Thomas, la notion de pizzaiolo est un bon exemple. Je ne suis pas pizzaiolo, je n'y connais rien. Je fais ma formation éligible au RNCP. Elle a l'ensemble des blocs de compétences, elle a la durée nécessaire, elle va m'enseigner les compétences nécessaires pour que je puisse être opérationnel à l'issue et devenir pizzaiolo. D'accord? Maintenant, en général, les formations inscrites et référencées au RNCP sont des formations plus courtes et avec des compétences complémentaires. Ça veut dire qu'elles sont destinées à des personnes qui sont déjà professionnalisées dans un métier ou un secteur d'activité en particulier et qui viendraient consommer ou acquérir eh bien, des compétences complémentaires. Je vous donne un exemple. On pourrait avoir un parcours qui s'intitulerait prospection avec l'intelligence artificielle pour le métier de commercial. Ça veut dire que les individus sont déjà commerciaux, donc ça va devenir un prérequis de la formation. Ils connaissent les méthodologies, ils ont la compétence, mais ils vont venir acquérir l'usage de l'intelligence artificielle au profit de ce métier actuellement réalisé. Alors, on va prendre deux dernières questions. Une question de Cédric qui avait été, donc je pense que c'est une demande de précision. Donc, pour EDOF, les associations sous-traitantes doivent avoir Calliope, même si la majorité de la formation de chaque bloc de compétences est réalisée par le donneur d'ordre. Les associations sous-traitantes, donc les sous-traitants partenaires, pas le terme association au sens de statut de structure.
Bah, moi, je comprends que c'est un sous-traitant qui peut avoir le statut d'association, justement. D'accord. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'association est un statut juridique, d'accord? À l'intérieur, il va y avoir des personnes qui vont dispenser ces formations au titre de sous-traitance. Eh bien, il faut que le NDA soit détenu par le numéro de déclaration d'activité soit détenu par l'association concernée par cette sous-traitance. Oui. Et je précise, hein, que ce n'est pas tous les membres de l'association qui doivent être Sûr, certifiés, mais c'est l'association elle-même qui doit avoir ce statut de certifié. tout à Donc fait. là, ça peut changer la donne dans votre réflexion, par contre. Puisque la certification est rattachée à une structure et non à une personne. Et une dernière question avant de mettre un terme à la présentation. Il s'agissait de la notion de plafonnement. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais la question était de savoir s'il existe des modalités ou des solutions qui permettent aujourd'hui à un demandeur de formation d'assurer une partie une prise en charge de ce qui lui revient en termes de paiement. Alors, j'aimerais bien voir la question comme elle a été posée pour éviter de la déformer. Voilà. Quelles solutions ou modalités sont proposées aux apprenants pour trouver un complément de financement compte tenu du plafonnement CPF sur l'ERS, car cela limite l'accès à la formation continue? Bien sûr. Et donc, alors ça limite l'accès à la formation continue, je ne sais pas. En tout cas, ça l'encadre et ça la modifie. En effet, juste pour être un petit peu exhaustif autour de ça, il y a eu bien évidemment, suite à la loi de février 2026, là, donc il y a eu des perturbations, des précisions, des modifications qui ont été réalisées, notamment le reste à charge, donc la participation forfaitaire qui s'est vue augmenté pour passer à 150 € désormais, depuis avril 2026. Et donc là, on a dans chaque dossier ce reste à charge qui est obligatoire. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'exonérations sur ce reste à charge. Les demandeurs d'emploi, par exemple, donc c'est un statut particulier, il peut y avoir des exonérations. Maintenant, oui, le plafonnement sur le répertoire spécifique. Donc, 1 500 € maximum peuvent être mobilisés. Au-delà, ça sera du reste à charge. Donc, à ma connaissance, il peut y avoir on va parler de prise en charge par les tiers. Donc, éventuellement, sur le RS, comme on vient d'expliquer, que ce sont des compétences qui sont complémentaires à celles déjà détenues par une personne qui peut être salariée, eh bien, il peut y avoir, par exemple, une prise en charge par un tiers qui peut être l'entreprise de cette personne. Voilà, c'est un exemple. Merci André pour cette dernière réponse. Donc, on va mettre un terme à la diffusion. Merci à vous donc, pour avoir apporté cette expertise sur la thématique du CPF et de EDOF. Donc, au plaisir de pouvoir réorganiser un prochain webinaire. Merci à vous aussi, participants, qui êtes restés jusqu'à la fin pour vos questions qui ont permis d'avoir un échange continu tout au long de la présentation. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation dans vos démarches qualité de certification et aussi des démarches que vous entreprenez pour les financements. Et je laisse les derniers mots à Andréi pour clôturer cet événement. Alors, je vous remercie déjà, Thomas, pour votre sollicitation, votre proposition et votre accompagnement tout au long de ce webinaire. Ça a été un plaisir que de partager ces quelques moments avec vous. J'espère qu'on a pu donner un maximum d'informations par rapport à ces personnes qui se destinent du coup à effectuer ou en tout cas à structurer une offre de formation certifiante. Donc voilà, donc n'oubliez pas que dans tous les cas, si vous êtes déjà Calliope, sachez que ces éléments qui ont évolué à début janvier 2026, eh bien, juste pour la propos et pour clore le débat, peut également rentrer dans votre veille réglementaire de l'indicateur 23. Donc, n'hésitez pas à aller prendre connaissance auprès du site de la Caisse des dépôts de ces évolutions réglementaires. Et donc, ça rentrera dans cette veille de l'indicateur 23. Merci beaucoup à tous et au plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.